Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. Nouvelle stratégie pour Donald Trump dans la guerre Russie-Ukraine face à un Vladimir Poutine qui ne bouge pas. Non, il ne bouge pas d'un iota. Il poursuit l'offensive en Ukraine. Donc, Donald Trump qui a annoncé hier qu'il fournirait de l'équipement militaire à l'Ukraine et il a posé, ça c'est important, un ultimatum de 50 jours à la Russie, sans quoi, oui, il pourrait y avoir des sanctions économiques. On va voir comment elles se déploieraient, ces fameuses sanctions. Mais attention, pas question de faire comme son prédécesseur Joe Biden. Les armes ne seront pas gratuites pour l'Ukraine. On va faire le point avec le journaliste franco-américain Gérald Olivier. Il est chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour Karima. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir sur cette annonce de Donald Trump là, qui a dit oui, c'est une très grosse affaire. Donc pour lui, c'est un deal aussi. En quoi c'est un revirement de situation? Quand on lit la presse, on dit bon oui, c'est vraiment un revirement de situation. Donald Trump finalement va fournir des armes, de l'équipement militaire à l'Ukraine, ce qui n'était pas prévu initialement. En tout cas, ça s'en allait pas dans cette direction. C'est un revirement au sens où ça repousse inévitablement, au moins de 50 jours, un fameux cessez-le-feu et une solution pacifique, alors que avant d'arriver à la Maison-Blanche pendant la campagne, et même depuis qu'il est arrivé, Donald Trump s'était vanté de pouvoir faire la paix en 24 heures, et on a constaté que c'était beaucoup plus difficile qu'il ne s'y attendait. C'est un revirement dans la mesure où, pour la première fois, il y a derrière ce réarmement ou cette continuation de l'aide à l'Ukraine une forme de menace contre Vladimir Poutine. Et c'est là où il y a un changement de discours. Parce que jusqu'à présent, il avait un discours extrêmement conciliant vis-à-vis du président russe. Il le flattait, il demandait des concessions à son adversaire, il parlait plutôt en bien de lui. Il soulignait la possibilité de parvenir à un accord et là maintenant, depuis déjà plusieurs semaines, mais il n'avait pas pris action jusqu'alors, il souligne qu'il y a le discours de Poutine d'un côté, la réalité de l'action de l'autre, avec une guerre qui en fait n'a cessé de s'étendre et on a observé une escalade depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche avec récemment des bombardements systématiques, notamment sur des zones civiles. Et je crois que Donald Trump a fait une croix sur une paix immédiate et qu'il est en train de réaliser que cette paix passera par plus de pression sur Vladimir Poutine. Cette pression, c'est la menace de sanctions qui ne sont pas encore en place, comme vous l'avez dit. Et puis c'est aussi le fait qu'en attendant, il ne peut pas laisser l'Ukraine se défendre toute seule. Et il a trouvé la solution idéale pour lui, parce que ce dont il s'est toujours plaint, notamment sous l'administration Biden, c'était du fait que les États-Unis étaient en train de dépenser des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars pour protéger l'Ukraine, alors que ces sommes d'argent auraient été beaucoup plus utiles à l'intérieur des États-Unis, à des Américains qui en avaient besoin au quotidien. Et donc là, il ne va pas dépenser de l'argent, il va en récupérer. Parce qu'en fait, les Américains vont vendre de l'armement à l'OTAN qui va le payer rubis sur l'ongle. Et donc, ces sommes vont rentrer dans les caisses américaines. Et c'est là où Donald Trump peut se défendre vis-à-vis de ses propres troupes. Non, je ne m'engage pas dans une guerre. Non, je ne dépense pas l'argent que je récupérais de vos impôts pour aider quelqu'un d'autre. C'est de l'argent que nous allons gagner, que notre industrie de l'armement va accumuler, ce qui sera bon pour les emplois, pour cette industrie, pour l'économie, et ce qui permettra au passage d'aider l'Ukraine. Donc c'est un petit peu le deal idéal de son côté. Donc, et ça peut effectivement faire passer la pilule auprès de sa base et auprès de républicains qui disaient non, on veut pas continuer de dépenser de l'argent pour être finalement un peu le chien de garde à l'international. C'est un peu ça aussi. Mais c'est intéressant, effectivement, c'est intéressant parce que en même temps, on a l'impression que sa stratégie, elle a évolué parce que il avait mis la pression au début davantage sur Volodymyr Zelensky, comme s'il voulait qu'il cède plus rapidement peut-être à certaines demandes de Vladimir Poutine. On a vu que Zelensky a résisté quelque part, il ne voulait pas céder. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine n'a jamais cédé non plus. Donc là, il commence à être agacé. Trump, c'est quoi son rapport justement avec Vladimir Poutine en ce moment? Justement, il avait un rapport, je dirais, d'homme puissant à homme puissant,
qui se respectent tous les deux, mais d'hommes qui savent être raisonnables. Et en fait, je pense que la position de Donald Trump a évolué vis-à-vis de sa compréhension de la guerre. C'est-à-dire que quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il avait pour lui acté une certaine forme de défaite militaire de l'Ukraine, au sens où pour lui, la Crimée, n'était pas récupérable, les provinces du sud-est qui ont été et qui sont partiellement occupées par les troupes russes, aujourd'hui n'étaient pas forcément récupérables non plus, et il était prêt à céder sur un certain nombre de ses points à Vladimir Poutine. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que cela ne suffisait pas au président russe. Le président veut beaucoup plus, et en fait, ce que Poutine veut, au fond de l'affaire, c'est une Ukraine vassalisée, exactement comme l'est la Biélorussie, et ce qui demandera, je dirais, un investissement militaire guerrier beaucoup plus important que ce qui n'a été fait jusqu'à présent. Et Donald Trump a compris que cette perspective-là n'était pas dans l'intérêt des États-Unis, n'était pas dans le sien non plus, parce que cette guerre, d'une certaine façon, même s'il ne l'a pas voulu, même s'il l'avait évité quand lui était à la Maison-Blanche et qu'elle n'a pas commencé sous sa propre garde, sous son propre mandat, cette guerre, d'une certaine façon, elle est devenue la sienne. Et donc, il a trouvé le moyen de protéger l'Ukraine, d'éviter, pour moi, ce qui pourrait être un effondrement de l'Ukraine, ce que certaines personnes annoncent déjà depuis des semaines, parce que le front est assez gelé depuis un certain temps et que malgré tout, les Russes ne reculent pas. Donc, éviter un effondrement de l'Ukraine et permettre peut-être de faire entendre raison à Vladimir Poutine pour qu'il comprenne qu'il ne parviendra pas à tous ses objectifs, mais qu'il peut encore peut-être sauver l'essentiel et prétendre à une victoire dans ce conflit qu'il a malgré tout lui-même déclenché. Mm-hmm. Mais en même temps, on pourrait se demander est-ce que ce sera suffisant? C'est-à-dire qu'il dit oui, on va fournir de l'équipement militaire, des pays de l'OTAN vont payer, des pays européens vont payer pour ça, mais on le sait, là, les coffres de nombreux pays sont pas nécessairement... Tu sais, je regardais les finances de la France, hein, le premier ministre aujourd'hui, oui, là, qui détaillait en disant, bon, il va falloir faire telle chose parce que c'est assez désastreux. Donc, il y a aussi, l'OTAN a une capacité de payer. Donc, oui, ils veulent augmenter les dépenses et tout ça, mais c'est pas illimité. Donc, est-ce que les États-Unis devront aller plus loin? Est-ce que Donald Trump pourrait aller plus loin? Alors, malgré tout, c'est un deal très, très favorable aux États-Unis, hein, parce que bien souvenez-vous, il y a quelques années, on était encore à débattre, est-ce que l'Europe serait capable de dépenser 2% de son PIB pour ses moyens de défense? Et là, mis à part l'Espagne, tout le monde est prêt à dépenser 5%. Donc oui, il y a une question de où l'Europe va-t-elle trouver cet argent. Personnellement, je suis convaincu qu'ils vont le trouver parce qu'ils ont un intérêt immédiat à éviter une victoire totale de Vladimir Poutine en Ukraine. Et ils ont trouvé le moyen de le faire. Maintenant, pour prolonger votre question, cette continuation de l'aide américaine via certains armements, ce sont des armements défensifs. Ce sont des missiles patriotes, ce sont des missiles anti-chars, et ce ne sont pas des éléments qui vont permettre à l'Ukraine de renverser le cours de la guerre. C'est simplement un prolongement de cette guerre, ce qui est d'une certaine façon exactement l'inverse de ce que voulait obtenir Donald Trump, parce que lui, il voulait que la guerre cesse. Mais il a compris que dans la guerre, il y a deux combattants, et quand il y en a un combattant qui continue à se battre tant que l'autre n'a pas capitulé, comme il n'était pas prêt malgré tout à admettre ou accepter une capitulation totale de l'Ukraine, il s'est mis d'accord pour venir l'aider. Mais c'est une solution qui en fait ne profite en réalité à personne, parce que cette guerre va continuer, ni l'un ni l'autre ne vont gagner. Il y aura encore des pertes civiles, des pertes militaires. Je dirais que le seul qui profite de cet arrangement, c'est les États-Unis, au sens où ils vont pouvoir vendre des armes s'ils sont capables à la fois de vendre et de produire pour eux-mêmes, parce que c'était le prétexte, et c'était que eux-mêmes avaient des munitions et un certain nombre de batteries qui étaient un petit peu à plat, et ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser pour les autres, ils devaient d'abord se renforcer eux-mêmes. Je pense qu'on va découvrir que les capacités de l'industrie d'armement américaine sont capables de fournir l'Ukraine, ainsi que de remplir à nouveau le réservoir américain. Et on a une question de Cybèle Olivier. Je pense qu'il y a des personnes qui réagissent, en fait. Oui, Monsieur Olivier, de Nicolas de Saint-Hilaire qui dit « Est-ce que c'est la première fois que Poutine fait face à un président américain aussi féroce que Trump? Poutine pourrait-il être surpris? » Alors, je pense que le président russe connaît Trump
mais qu'il était persuadé qu'il pouvait le faire marcher un certain temps. Maintenant, dans la menace de sanctions de Donald Trump, personnellement, quand il dit on verra dans 50 jours, j'ai envie de dire il y en a peut-être 43 de trop. C'est-à-dire que côté russe, ça a été on a un petit peu retenu sa respiration tant que Trump disait les choses vont changer, je vais faire une annonce majeure lundi, donc en fait hier. Et ces 50 jours, c'est un petit peu de répit. Ils ont le temps de discuter, ils ont le temps de revenir à la table des négociations, les sanctions ne sont pas là, et du coup, c'est presque un délai qui est trop généreux. Donc, Poutine peut penser, bah ça y est, je l'ai encore eu. Oui, il a changé, mais je ne suis pas l'Iran. Il va pas avoir une attitude comme celle qu'il a eue vis-à-vis des mollahs fin juin. Et donc, on a le temps de se retourner et de voir venir. Donc, pour l'instant, Trump est encore en train d'évoluer. Il a opéré un virage majeur parce que justement, cette idée, nous allons ouvertement continuer de soutenir l'armement de l'Ukraine, même par le biais de l'OTAN. C'était quelque chose qui n'avait pas forcément donné son accord pour le faire. 2, nous allons remettre la Russie sous menace de sanctions. Je rappelle qu'il y a au Congrès une loi préparée par 2 sénateurs qui concerne ce qu'on appelle des sanctions secondaires et qui serait de nature à sanctionner tous les pays qui feraient du commerce avec la Russie et par là, menacer les revenus bruts de la Russie, puisque ce qu'elle fait, c'est vendre son commerce à un certain nombre de pays tiers. Donc, c'est ça, c'est indirect, mais voilà. Voir leur relation commerciale avec la Russie, ça pourrait considérablement pénaliser Vladimir Poutine. Mais on n'y est pas encore. Donc, on verra d'ici quelques semaines l'évolution de cette menace. Très intéressant parce qu'effectivement, ces fameuses menaces dont vous parlez, ça touche de plein fouet la Russie, mais il le fait de façon indirecte en ciblant les pays qui font du commerce avec la Russie, en fait. C'est ça l'idée. Je veux qu'on ait le temps quand même de parler rapidement, 2 petits points. Il y a cette fameuse guerre commerciale, ou à tout le moins la stratégie de Donald Trump sur ces fameux droits de douane. Là, il y a une menace maintenant. Bon, on le sait, le Canada aussi est là-dedans. On en parle, il y a des rencontres. Le premier ministre Mark Carney, de ce qu'on comprend, semble être de moins en moins optimiste là, sur la suite des choses. Et il a menacé également Donald Trump, c'est l'Union européenne et le Mexique, de droits de douane de 30 %. Comment réagit l'Union européenne en quelques instants? Là, est-ce qu'il prépare quelque chose? Écoutez, pour l'instant, c'est un petit peu le pessimisme côté européen parce qu'on ne voit pas d'accord se profiler. Le commissaire européen au commerce, qui est un Slovaque, Monsieur Šefčovič, était à Washington début juillet. Il a rencontré, je crois, le secrétaire au Trésor et quelqu'un d'autre du département du Trésor pour négocier. Rien de véritablement concret n'est sorti de ces négociations. Et au sein de l'Union européenne aujourd'hui, on entend plusieurs personnes qui vous disent peut-être que nous devons nous préparer à des tarifs en représailles à ceux qui seront peut-être imposés le 1er août. Maintenant, l'Europe, un petit peu comme Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, a gagné quelques semaines parce que le deadline, c'était les fameux 90 jours. Bon, il a expiré il y a déjà une semaine. Le nouveau deadline, c'est le 1er août. Et d'ici le 1er août, donc il reste à peine une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on va dire, les Européens doivent parvenir à un accord. Je pense que si accord il y a, il sera très vague. Ce sera un accord de principe qui servira à éviter des sanctions qui seraient malgré tout, enfin des tarifs qui seraient très lourds parce que 30% de droits de douane sur tous les produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis, cela va considérablement pénaliser l'Union européenne. Je pense que ce sont des tarifs qui vont être caractérisés de prohibitifs et que beaucoup d'Européens essaieront d'éviter cela. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution facile en vue. Et je dirais que quand on écoute les représentants de la Commission, un certain pessimisme, on nous fait nous attendre au pire, peut-être pour nous préparer à ce qui ne sera pas tout à fait pire. Mais pourquoi ils continuent dans cette voie? Parce que plusieurs, même des économistes quand on regarde un peu la situation, certains vont dire ça fait augmenter les prix aux États-Unis en premier lieu. Je comprends sur le long terme, l'idée c'est une industrialisation, une réindustrialisation, mais à court terme, quel est le gain pour les États-Unis? Vous parlez de Donald Trump. Oui. Quel est le gain? Pourquoi est-ce qu'il continue?
Voilà. Il Quel est faut le gain? comprendre la finalité des tarifs pour Trump. La finalité des tarifs, c'est certainement pas de relancer l'inflation. D'ailleurs, lui est persuadé, et il a des études qui l'ont démontré sur les années récentes, que les hausses de tarifs douaniers sont absorbées quelque part le long de la chaîne, soit par le dernier revendeur, soit par le manufacturier, soit par l'importateur, soit par le distributeur. Mais quand vous imposez un tarif, on ne le retrouve pas à 100% dans le prix du produit vendu, donc il n'y a pas d'inflation à la sortie. Par contre, 100% des tarifs terminent dans les caisses de l'État. Et actuellement, avec les seuls 10% qui ont été imposés depuis le 2 avril, les États-Unis gagnent tous les jours à peu près 2 milliards de dollars. À la fin de l'année, ça fera 700 milliards de dollars. C'est considérable, c'est le tiers de leur déficit budgétaire. Donc ça, ce sont des sommes qui sont engrangées. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, ça permet de relancer une certaine industrie locale. En fait, ce qu'il veut, c'est obliger ses adversaires à baisser leur propre droits de douane. Et je crois que l'un des éléments qui vont être en discussion entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est la fameuse TVA, la VAT tax, comme on dit en anglais, la taxe à la valeur ajoutée, qui n'est jamais perçue sur les produits exportés au départ de l'Europe, mais qui est perçue sur tous les produits importés en Europe et qui rajoute en fait un tarif déguisé de 20% à tout ce qui doit être vendu. Donc peut-être qu'il y aura un accord pour suspendre la TVA sur les produits importés des États-Unis et que Donald Trump s'en contentera. J'en suis pas du tout persuadé. C'est juste une possibilité qui existe, mais c'est un élément de négociation. Et il nous reste quelques secondes et bon, on est toujours en compagnie. Cybèle Olivier, bonjour Nick Payne. Bonjour Karima. Bonjour. Et je veux quand même qu'on ait le temps rapidement, Monsieur Olivier, puis on pourra peut-être réagir. Il y a un an, donc c'était le 13 juillet, Donald Trump là, qui était visé par un tir. En fait, il a survécu à une tentative d'assassinat. Il était en plein meeting de campagne là, pendant un rassemblement de campagne et il y a ce rapport de la Commission du Sénat américain sur la sécurité nationale qui a démontré que le Secret Service a fait des erreurs inexcusables, peut-être en quelques secondes, là, ou enfin, on va prendre une petite minute là, juste pour nous dire quelles sont les conclusions de ce rapport-là. Ah mais écoutez, je pense que les États-Unis, sans le savoir, sont passés à côté d'une catastrophe aux conséquences inimaginables, potentiellement aussi traumatisantes que l'assassinat de John Kennedy en 1960, dont une certaine Amérique ne s'est jamais remis, parce que il faut rappeler que l'assassin a tiré 6 ou 7 balles, et il y en a une qui a tué un pauvre individu qui était présent là, qui a cherché à protéger sa famille, et il y en a une autre qui est passée à l'oreille de Donald Trump. Donc, à quelques millimètres près, cette balle, elle rentrait dans l'œil, dans la tête, elle le tuait, et on imagine ce que ça aurait été qu'un assassinat de Donald Trump en pleine campagne. Et inconsciemment ou pas, les services secrets ont agi avec une légèreté qui est complètement inadmissible et incompréhensible de la part de services américains. Et je suis pas complotiste, mais je dis que il y a des errements dans la façon dont le candidat et ex-président Donald Trump était protégé par les services secrets qui sont à la limite du scandale, de l'incompréhensible, de l'inconscience. Et encore une fois, je ne veux pas être complotiste, mais on se demande si certains démocrates n'ont pas joué avec le feu en se disant on peut pas se débarrasser de lui et on veut surtout pas qu'il gagne, or il se destine à gagner. Peut-être que la providence va nous y aider. Je n'imagine pas un tel raisonnement dans la tête de ces gens, mais quand on voit la légèreté avec laquelle la sécurité a été prise en compte lors de ce fameux meeting, où, je le rappelle, le tireur a été vu par des dizaines d'individus dans la foule. Et à aucun moment, sauf après qu'il ait commencé à tirer, une personne du service secret n'est intervenue. Et le vrai scandale, c'est pourquoi un tel individu avec un fusil à lunettes sur une position de hauteur, avec une vue directe sur la scène, pourquoi cet individu a-t-il été autorisé à tirer un seul coup de feu? Le service secret aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Et là, le président n'a été à peine touché. Il s'est relevé immédiatement en disant « fight, fight, fight ». Souvenons-nous, c'est devenu la phrase iconique, la photo iconique de la campagne. Ça a été le tournant de la campagne. Mais imagine-t-on que cette balle ait commis ces vrais dégâts,
ce serait un traumatisme dont l'Amérique aujourd'hui serait encore à essayer de se relever avec grande difficulté. Les Absolument. États-Unis ont évité une catastrophe monumentale. Oui, absolument. Et d'ailleurs, quand on regarde justement ce rapport-là, là, ce document de la commission du Sénat américain qui stipule, en fait, ça dit, ce n'était pas une simple faute, mais le résultat d'une cascade d'erreurs évitables qui ont failli coûter la vie au président Trump. Donc, c'était quand même, c'est extrêmement troublant. Puis, donc, c'est vraiment, on voit ce rapport-là, mais c'est quand même, il échappé une tentative d'assassinat. Nick Payne, ça te fait réagir? Oui, bien, en fait, ça crée une cicatrice, hein, une balafre sur le visage des États-Unis, le visage des États-Unis d'Amérique à travers le monde, parce que ce pays exporte à travers son cinéma, notamment, les romans, sa littérature, par exemple, l'image d'une armée de services secrets omnipuissants qui sont capables d'aller trouver quelqu'un caché en dessous d'une roche au fond de la savane très, très, très loin. Et puis tout à coup, on s'aperçoit que n'importe quel adolescent boutonneux avec une des très, 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 très nombreuses armes en circulation aux États-Unis peut décider de tirer sur un candidat. Sur le toit. Ben oui, à partir d'un centre d'achat. Où il y a une vue directe, effectivement. Donc évidemment, il y a eu une cascade d'erreurs qui ont mené à ça, mais peut-on jamais vraiment éviter un événement comme celui-là de se produire? C'est pas sûr non plus. Ben, Gérald, Olivier... On est au-delà de l'incompétence, hein, on est à la limite de l'inconscience et je pense que ce rapport n'est que le début d'une enquête qui va s'approfondir parce que de tels manquements, justement, au niveau des États-Unis connus pour leur professionnalisme, sont totalement inadmissibles. Et les sanctions ne sont pas encore tombées totalement. Bon, ben merci beaucoup. Donc, c'était Gérald Olivier, journaliste franco-américain et aussi auteur, j'allais dire, du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Gérald Olivier, merci beaucoup. Merci Karima, à bientôt.